Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Le culte du moi, l'exaltation de la terre et des morts, l'individu et la communauté, l'enracinement lorrain et la songerie orientale, la vie politique parlementaire parisienne et la méditation au plus haut des cimes, celle de la colline de Sion-Vaudémont, Maurice Barrès, dont nous avons célébré il y a un an, en 2023, donc le 100e anniversaire de la disparition, apparaît comme un homme a priori, en tout cas très extérieurement, un homme de paradoxe, un homme de contradiction. Est-ce vraiment le cas? La parution d'un nouveau numéro de l'excellente revue Nouvelle École, que je montre à l'antenne, consacrée à Maurice Barrès, est l'occasion de revenir sur cette grande œuvre, œuvre d'un écrivain, certes, œuvre d'un homme politique, donc d'un homme d'action, œuvre aussi, sans doute, tout autant d'un poète, y compris d'un poète de l'action. Pour en parler, un certain nombre de collaborateurs de ce numéro de Nouvelle École, mais pas seulement, à commencer par vous, Sarah Vajda. Vous êtes écrivain, romancière, vous avez publié de nombreux ouvrages. Parmi vos romans, je citerai Amnésie, Contamination, aux éditions du Rocher. Vous venez d'en faire paraître un autre, très récemment, Les Jeux sont faits, c'est aux éditions du Cherche Midi, un très beau roman qui n'est pas finalement si éloigné que cela de Barrès, peut-être par le biais de Mistral, je ne sais pas, on en parlera peut-être. Vous êtes également biographe, vous avez consacré une biographie à Jean Edernalier, en particulier, mais aussi et surtout, et c'est aussi l'une des raisons qu'il y avait de vous convier à cette émission, vous avez fait paraître en 2000 aux éditions Flammarion cette très belle biographie de Maurice Barrès. Biographie certes érudite, mais biographie d'écrivain, parce que c'est un écrivain, et comme quand un écrivain se saisit d'un auteur, il lui-même, par le style qui est le sien, contribue à le magnifier, et c'est le cas de ce que vous avez fait dans cette très belle biographie. Et donc, je vous l'ai dit, vous avez collaboré à ce numéro de Nouvelle École. A également collaboré à ce nouveau numéro de Nouvelle École Axel Tisserand. Axel Tisserand, vous êtes agrégé de lettres classiques, vous êtes spécialiste de Boès, vous êtes spécialiste de Pierre Boutan, à qui vous avez consacré un Qui suis-je dans la collection Qui suis-je aux éditions Pardès, mais vous êtes aussi et surtout un spécialiste de Charles Maurras. Alors là, je ne vais pas énumérer votre bibliographie maurassienne, elle est très importante. Je rappellerai simplement que vous avez co-dirigé le Cahier de Lerne consacré à Charles Maurras, et je rappellerai, pour l'anecdote, que vous êtes celui qui nous a procuré l'édition des Lettres des Jeux Olympiques de Charles Maurras, c'est en pleine actualité, aux éditions Garnier-Flammarion, c'était en 2004, je crois. Oui. Avec nous également Jérémy Banneton. Jérémy Banneton, vous avez fait des études de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, donc vous êtes diplômé. Vous êtes également le fondateur de l'excellente plateforme Idéochoc, plateforme électronique, donc sur Internet, qui présente dans des séries de podcasts et de textes très brefs, des podcasts de 25 minutes, un certain nombre d'œuvres, d'auteurs, de manière synthétique, de façon à pouvoir, à partir de ces podcasts, retenir en quelque sorte la substance d'une pensée. Et vous êtes vous-même barrésien, puisque vous avez publié votre premier essai, votre premier livre, consacré donc à Maurice Barrès, je le montre également à l'écran. Maurice Barrès, Le Prince de la Jeunesse, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie, dans la collection de l'Institut Iliade. Et enfin, avec nous, Jean-Luc Gagneux. Jean-Luc Gagneux, vous êtes journaliste, vous avez fait toute votre carrière au Courrier de l'Ouest. Je suis retraité. Oui, mais bon, journaliste dans l'âme peut-être encore. Vous avez fait toute votre carrière au Courrier de l'Ouest et au Maine Libre. Vous avez coécrit un ouvrage sur les hommes illustres de Solesmes, de l'abbaye de Solesmes évidemment, c'est aux éditions Saint-Léger, et vous venez de préfacer une réédition d'un texte, d'une série de textes de Maurice Barrès, qui s'intitule « Dans le cloaque, note d'un membre de la commission d'enquête sur l'affaire Rochette ». Je le montre également à l'écran, c'est aux éditions du Alpha, et va paraître dans quelques semaines une nouvelle édition. D'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois de mai, une nouvelle édition, donc une réédition de Maurice Barrès, que vous avez préfacée, qui est donc le titre Les Maîtres. Les Maîtres. Les Maîtres. Alors, ce n'est pas un titre dû à Maurice Barrès, mais c'est un titre dû à son fils Philippe. Oui. Donc, très peu de temps après la mort de Maurice Barrès,
Philippe Barrès a réuni un certain nombre de textes, qu'il s'agisse de conférences données par son père, d'articles, sur des, je dirais, des hommes illustres, un petit peu, si vous voulez, un petit peu dans la lignée comme les héros de Carlyle, par exemple. Oui. D'ailleurs, il y en a certains qui se recoupent, comme Dante ou Rousseau. D'accord, qui sont aussi peut-être aussi des intercesseurs, comme disait Barrès, des maîtres à certains égards. Alors on va revenir bien sûr sur cette formation barrésienne. Alors je le disais dans cette très brève présentation, Sarah Vajda, Barrès est présenté de manière souvent assez contradictoire. Hein. On met en valeur un premier Barrès, un second Barrès, le Barrès du culte du moi, le Barrès de la terre et des morts. Bon, c'est une présentation qui a le mérite d'une certaine simplicité, avec les démérites de la simplicité. Néanmoins, on peut commencer par là. Lorsque le jeune Barrès écrit le culte du moi, donc 3 textes principaux, que peut-on dire de ce jeune Barrès, de l'individualiste qu'il est? Je veux dire par là, est-ce que ce culte du moi, cette profession de foi égotiste, est-elle, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes ou pas, hein? Et si oui, est-elle le fait d'un dandy? Est-ce pur esthétisme de sa part? Ou bien faut-il y voir autre chose? Que dire de ce premier Barrès, en quelque sorte? Je crois que tout est vrai dans ce que vous venez de dire, à l'exception d'une chose. C'est qu'en réalité, Barrès se cherche. Et se cherchant, il trouve les morts, déjà. Donc déjà, dans le culte du moi, il y a le nous. Il y a déjà cette idée qu'il est un instant d'une épigénèse, de ce qu'on appelle aujourd'hui une épigénèse. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui m'a tellement frappée quand j'avais 17 ans et que j'ai lu Barrès. C'est-à-dire l'idée que nous n'existions pas par nous-mêmes complètement et qu'en nous, d'autres parlaient. Bon, parce qu'à l'époque, moi je le voyais comme un roman freudien, dans ma génération. C'est-à-dire que pour moi, je ne connaissais pas Barrès, je n'ai pas du tout pensé une seconde que c'est pour être un écrivain nationaliste que j'étais en train de lire. Pour moi, je lisais un écrivain quasiment freudien. Les morts en moi parlaient. C'est aussi peut-être le côté inconscient que va incarner Petite Secousse. Petite Secousse, voilà. C'est le premier. Alors, donc, cette chose-là fait l'unité de Barrès. Parce que ça va devenir l'homme du jeu qui passe au nous. Bien sûr, une posture de dandy, une posture de jeune homme qui veut réussir. Évidemment, l'écrivain de tache d'encre, avec l'homme sandwich, etc., etc. Barrès n'est pas un saint. Sinon, il n'aura aucun intérêt. C'est pas bon. On n'est pas à Solesmes, on n'est pas sur la pierre blanche devant la croix quand on lit Barrès. Hein, bon, voilà. Donc tout ça est vrai. En réalité, la véritable union de Barrès, la véritable unité de l'œuvre barrésienne, c'est cette recherche de soi qui va le mener à la recherche à la fois des ancêtres et de ce que ces ancêtres peuvent devenir. C'est-à-dire cette espèce de fragment sur la flèche du temps. Et je crois que c'est ça qui est très très beau, c'est qu'avec Barrès, on est le temps du roman est un temps réellement très très long. En fait, on est dans son temps de solitude. Donc pour moi, Barrès, quand je l'ai lu, quand j'avais 17 ans, c'était un véritable contemporain. Et quelle n'a pas été ma surprise? J'ai un peu oublié Barrès, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses, j'ai monté plein d'autres pièces, j'ai monté d'autres sortes de théâtre, j'ai commencé à écrire pour le théâtre et j'ai oublié Barrès. Et j'ai relu quand j'ai fait ma thèse sur Monterland. Parce qu'il est impossible de parler de Monterland sans avoir relu l'œuvre de Barrès un crayon à la main. Bien sûr. Parce qu'à 50%, Monterland répond à Barrès. Bien sûr. Particulièrement sur l'Espagne, les voyages, etc. Justement. Il écrit, Monterland s'éloigne, Oui, Barrès s'éloigne. Mais même, de toutes les manières, la manière dont il se pose, dont il dit qu'il ne veut pas faire de politique, parce que Barrès a fait la sottise d'enfer, et qu'il se fait condamner, lui, parce qu'il a écrit le seul 6 de juin, qui est tout sauf un livre politique. Enfin, c'était vraiment leurs deux. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Monterland si on n'a pas lu Barrès. Il y a plein d'œuvres du XXe siècle qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas lu Barrès. On parlera des héritiers. On parlera des héritiers après. Donc, et à ce moment, au moment où j'ouvre le dossier et qu'après je décide d'écrire une biographie de Barrès, alors là je tombe raide, parce que je découvre qu'en fait Barrès passe pour le parangon de la droite française. Alors évidemment, je découvre des textes qui sont un peu plus litigieux ou difficiles que d'autres. Mais en réalité, ce qui fait l'essence de l'écrivain, donc la première question que vous m'avez posée, à savoir quelle est l'unité de l'homme, c'est d'être un instant sur la flèche du temps de vie antérieure et qui vont devenir des vies posthumes, d'où ce chagrin énorme sans doute, qui m'a saisi moi quand j'ai ouvert le livre, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est le fait que Barrès n'est plus d'héritier. Selon la chair, il n'aura que des héritiers selon l'esprit. Très bien.
Il n'empêche, Sarah Vajda, je pose la question à mes autres invités, naturellement, peut-être à vous, Jérémy Banneton, le prince de la jeunesse, on reste dans ce registre-là. Il n'empêche qu'il y a le moi, il y a le nous, et la distinction, bien entendu, est largement superficielle, hein, bien entendu. Il n'empêche qu'il y a les barbares. Hein. Quand on parle de Barrès, il y a les barbares. Qui sont-ils les barbares, Jérémy Banneton? C'est une bonne question. Je repartirai peut-être de la jeunesse d'abord de Barrès. On sait que ça a été un enfant qui a beaucoup souffert. On l'appelait le corbeau, il a été assez maltraité par ses camarades de classe. Et cette atmosphère parfois de dépression ou de nihilisme qu'on peut lire, en tout cas chez peut-être Barrès. un côté fin de siècle peut-être chez lui, exactement. Un côté paradécadent. Exactement, paradécadent. Je crois que pour lui, le barbare, c'était d'abord ses camarades de classe qui le maltraitaient, c'était tous ceux qui étaient contre lui. Par la suite, ça devient aussi tous ceux qui ont un autre rêve que le moi. Et Barrès... Et ceux qui veulent nous fondre en série. Oui, c'est le barbare, donc c'est ceux qui ont un autre rêve que le moi, c'est d'abord tous les autres, tout simplement, puis c'est tous ceux qui enrégimentent les esprits, c'est tous ceux qui sont du camp de la matière, face au moi qui, lui, veut être du camp de l'esprit. Et pour reprendre et rebondir sur ce que Sarah Vajda disait, il est important de voir la réception que Barrès a eue quand il a commencé à écrire, et par sa jeune génération. Oui. On l'a pris comme étant, de gauche comme de droite d'ailleurs, dans chacun des partis, on l'a pris comme étant celui qui annonçait une sensibilité nouvelle, qui permettait à l'homme de se restructurer. Et surtout aux jeunes de se restructurer. Donc Barrès est peut-être un des rares écrivains qui a pris la question de la jeunesse à bras-le-corps, ce qui fait que tous les jeunes s'y retrouvent. Et le barbare, c'est justement, et le moi discute l'un avec l'autre. Le moi se demande comment se structurer lui-même, étudie sa tradition, il découvre le nous dans sa tradition, et donc face à sa tradition, face au moi qui découvre le nous en lui, qui découvre le ça qu'il pense en lui, il y a évidemment les barbares, et il y a tout un raisonnement qui naît à partir de là, des oppositions de rêve, d'abord d'enthousiasme, d'énergie, de volontés différentes, et Barrès compose un paysage d'abord, je veux dire spirituel, métaphysique, en faisant dialoguer le moi et les barbares, et petit à petit ça devient une question seulement politique. Mais je crois, et on le disait d'ailleurs un petit peu hors caméra, quand on comprend cette question de barbare, aujourd'hui on la politise directement, on voit tout de suite barbare, on met des visages dessus, qu'importe les visages, mais au début, pour Barrès, c'est différent. C'est d'abord une question de rêve et d'enthousiasme. Le barbare, c'est celui qui a un tempérament physique fort, qui n'écoute plus les questionnements logiques, qui n'écoute plus la philosophie, qui s'y retrouve plus, qui est plus fort et qui écrase l'homme civilisé. Et donc, tout l'intérêt de ce concept et de cette polarisation entre moi et barbare, c'est pour le moi de retrouver justement un caractère, un tempérament, une énergie, qui est le mot peut-être le plus important dans l'œuvre de Barrès, l'enthousiasme, l'énergie. Donc le moi doit se composer. Le roman de l'énergie nationale. Exactement. Mais déjà dans le culte du moi. Le culte du moi, c'est la culture du moi, la culture aristocratique du moi. Axel Tisserand, ces considérations autour de la barbarie, autour du moi, autour de l'intelligence, autour aussi d'une certaine irrationalité, est-ce que c'est déjà le vecteur par lequel Maurice Barrès va accéder au nous, mais au nous populaire, au nous du peuple? Est-ce que c'est une façon pour lui d'accéder à cette part du hors-moi, ou du non-moi, disons simplement, qui ne soit pas le barbare, mais qui soit une incarnation possible du peuple, des réflexes du peuple, de l'instinct populaire? Est-ce qu'on peut associer Barrès à ce mouvement-là, d'après vous? En tout cas, c'est comme ça qu'il a été perçu. Bon, je ne suis pas un éminent barrésien comme les personnes à côté de moi. Moi, je suis plus dans les relations entre bien sûr, Maurras et on va y venir, Barrès, naturellement, on va y venir. Bon, on va y venir. Barrès pour lui-même, évidemment. Et effectivement, il a été perçu ainsi, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme disait également Maurras, il n'a pas eu besoin de se rogner pour précisément ensuite passer de ce jeu à ce nous, passer de ce culte du moi, mais aristocratique du moi, à évacuer le barbare en lui, évacuer le barbare en soi, justement, pour passer effectivement au nous et retrouver le nous. Il n'y a pas eu besoin, évidemment, de se contredire ou de se rogner pour cela. Donc, effectivement, il n'y a pas de contradiction du culte du moi au nationalisme de Barrès. Il n'y a pas de contradiction du tout entre les deux. Même si le nationalisme a ensuite été peut-être, par sa faute peut-être aussi parfois, un peu figé, mais il a également été un peu calomnié aussi. La part de la sensibilité quand on évoque Barrès, la part voire du sentiment, parce qu'il y a cette relative méfiance à l'endroit de la raison raisonnante et rationnelle. On a commencé par parler de votre lecture freudienne de Barrès, Sarah Vajda. Cette part du sentiment,
de l'inconscient. Ses ennemis l'appelaient Mademoiselle Barrès, comme Voilà. vous savez. Et de l'instinct, oui, on a beaucoup dit, enfin, le fameux lin Barrès, cette part donc de l'instinct, mais qu'il va retrouver aussi dans le peuple français et dans le peuple lorrain au premier chef. C'est quelque chose de déterminant. Vous savez, c'est la fameuse phrase l'intelligence, cette petite chose à la face de nous-mêmes. C'est le poète Barrès, cela aussi, est-ce que cela va contribuer à définir une politique barésienne qui, en cela, vous nous le direz, Axel Tisserand, est à certains égards très différente de celle de Maurras, mais l'association des deux mérite d'être faite, puisqu'il s'agit de deux grands penseurs du nationalisme français, qu'ils ont entretenu des liens d'amitié et qui sont en même temps très différents. Alors, la question est difficile, et c'est toujours difficile de répondre sur Oui, Barrès, oui. on ne peut jamais être certain. Alors revenons à la scène fondatrice, Oui. le moment du nous. Comment naît le nous? Oui. Donc lui, il choisit de le raconter, bon, sachant que les écrivains ont le droit de mentir, Bien sûr. qu'on a le droit de les croire, le devoir de les admirer, mais pas forcément toujours d'admettre. Alors, il vient de Venise. À Venise, il y a eu un grand moment. Venise est la ville vraiment de la décadence, la ville de la mort, de la fin des choses, on mort à Venise, etc., etc. Bon, il est amoureux, la jeune femme n'a pas répondu à ses avances comme devrait, il est au bord de la dépression. D'accord? On est là. Il va à Roué. Je ne sais pas si vous êtes passé à Roué, donc dans un endroit extrêmement glamour, une nuit en Lorraine, à Roué, après un repas sans doute un petit peu lourd, il a une insomnie et il en fait son vitae sectaboritaire. Il en fait la nuit de Descartes. Où tout d'un coup, il décide, pour lutter contre ce sentiment de mort, le sentiment de mort de Venise, ce sentiment qui assaille beaucoup plus violemment, curieusement, les jeunes gens que les vieillards. Les jeunes gens ont beaucoup plus peur de mourir que les vieillards. Voilà, la nature doit être bien faite. Et il décide d'enfourcher le cheval de boulanger. Donc c'est quelque chose de, quand même, de complètement... c'est comme ça que je vais nous le raconter. Et je crois que là, on doit le croire. Parce que en fait, je ne sais pas s'il est vraiment boulangiste. Ce que je sais, c'est qu'il monte sur ce cheval et qu'il abandonne Venise. Il ferme la porte à ce désespoir, à cette tentation du narcissisme, cette tentation que j'appellerais, Oresco référence, tout le monde va m'en vouloir, un peu proustienne. Il va pas écrire La prisonnière, il va pas écrire le drame de la jalousie, il va pas se retourner sur les vertiges de la psychologie des profondeurs. Alors maintenant, est-ce que ça rejoint l'âme du peuple? Sans doute, le peuple est enfant. À chaque fois qu'il voit un dictateur sur un cheval, il est enfant et femme. Il est content, il voit des uniformes, des boutons, ça brille. Là, de ce point de vue-là, mais c'est pas sérieux. Oui, je veux dire, il n'y a pas de... parce qu'en fait, le barbare, c'est aussi le fasciste. C'est-à-dire le type qui est là sans penser, avec ses gros muscles, et qui va vous mettre un coup sur la figure, vous n'êtes pas d'accord avec lui, ça peut être aussi le fasciste. Ça peut être le gros commerçant qui vend de la bière, d'accord. Mais on ne sait pas qui c'est le barbare. En tout cas, Barrès n'est pas l'homme du coup de poing. Donc, quand Sternel passe son temps à nous expliquer que le préfascisme français, je ne vois pas tellement de lien entre Barrès et Doriot quand même, hein, parce qu'on en a eu un joli, il s'appelle Doriot. Bon, là, franchement, mettre Barrès et Doriot dans le même sac, ça me paraît très très problématique. En revanche, cet enfant ou cette femme qui regarde à la parade passer quelqu'un avec des boutons dorés et qui se dit que là, on va vivre une grande aventure, et Mademoiselle Barrès, c'est Madame Bovary et ses rêves de cavalerie. Or, ce qui est plus intéressant après, c'est comment Barrès va le transformer en intelligence. Alors, sur l'intelligence, cette petite chose à la surface de vous-même, alors ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire, il est contre la sécheresse. L'homme qui est trop intelligent et qui est trop intellectuel. Le logicien de l'absolu. Le logicien de l'absolu. Va finir par tout disséquer et perdre. Il va revenir du côté de la mort. C'est le refus de la mort chez Barrès. Il y a cette espèce de tentation morbide, ce que vous avez dit, sur cette enfance douloureuse, cette enfance difficile, cette enfance d'enfant bolossé. Sa mère est dépressive, son père meurt relativement rapidement dans sa biographie. Barrès a une véritable tentation de mélancolie, une véritable tentation de l'hystérie, et il va vouloir la convertir en pulsion de vie. Et je crois que c'est peut-être aussi ça que la jeune fille que j'ai été et que la femme que je suis devenue a le plus aimé dans Barrès, c'est ce désir de transformer ça en pulsion de vie rationnelle. Or, l'intelligence, elle dessèche tout. Elle dissèque, on brûle le diamant pour savoir que c'est du verre, il n'y a plus rien. Mais qui n'est pas la raison ratiocinante et la raison calculante. Ce n'est pas ça.
Non, mais même l'intelligence seule. D'ailleurs, parce qu'en plus, bon, c'est drôle, parce que tous les gens qui sont contre l'intelligence sont souvent très, très intelligents. Parce que Barrès était démoniaquement intelligent. Il est d'une subtilité et d'une intelligence. Donc il fait cadeau de l'intelligence au sot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas se servir que de ça. Il va essayer de se servir de d'autres harmoniques. Les harmoniques du sensible, Voilà. qui lui paraissent Très important. des harmoniques qui vont aller vers la nuance. Oui. Vous savez bien que le vieux Barrès, ce que nous comprendrons ni Drieux-La Rochelle, ni Aragon quand ils viendront, va dire « Charmants jeunes gens, je ne fais que du bleu. » Et ce n'est pas de la provocation. En fait, c'est une vie entière à désoublier tout ce qui, à oublier tout ce qui était la raison, pas seulement la raison résonante, toutes les intelligences pour devenir une plaque sensible. Et devenir cette plaque sensible, une feuille au vent, c'est Whitman, c'est la définition de la poésie. Il n'y a pas une personne Feuille d'herbe. il n'y a pas une personne qui travaille la langue pour arriver au degré de pureté du jardin sur le Ronte. Il faut devenir une plaque sensible. Donc là, c'est en fait le job du poète. Parce que vous savez bien que tout ce que pense quelqu'un qui va faire une œuvre ne le pense pas seulement par rapport au monde, il le pense aussi par rapport à l'œuvre à venir. Et il est responsable de cette œuvre, et l'écart de langue entre le premier et le dernier Barrès, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas qu'il n'y a pas deux Barrès, mais l'homme qui va écrire dans Le mystère en pleine lumière sur Poussin, cette volonté d'aller vers la lumière et de refuser la part d'ombre de Venise, intellectuellement c'est le même, mais au niveau de l'écriture, c'est pas du tout le même. Il y a un progrès phénoménal. Il devient, voilà, comme ce peintre qui dit « je ne fais que du bleu », il devient le vieux Matisse. Et c'est pas par hasard, quand même, qu'Aragon va consacrer 30 ans de sa vie à écrire sur Matisse. Henri Matisse roman. Henri Matisse roman, qui est un des plus beaux livres d'Aragon. C'est vrai. Jean-Luc Gagneux, vous qui avez été journaliste de métier, de profession, Barrès a beaucoup écrit. Alors, bien entendu, il y a l'image, alors la finale de Barrès, Rossignol du Carnage, l'image Romain Roland. D'un point de vue stylistique, justement, Sarah Vajda en parlait, du point de vue de l'œil, en quelque sorte, et de la plume barésienne, le journaliste que vous avez été, comment avez-vous lu, vous, personnellement, Maurice Barrès? Est-ce le styliste qui vous a emporté? Est-ce que c'est le peintre? Est-ce que la différence, d'ailleurs, entre les deux a-t-elle quelque valeur que ce soit? En l'occurrence, alors, c'est pas tellement de la littérature. J'ai préfacé la réédition dans le Cloaque, du Cloaque. Alors là, c'est le Barrès député. Oui. C'est le Barrès membre de la commission d'enquête parlementaire, nommé en 1910 par Jean Jaurès. Alors, on n'est pas dans les littératures, alors on est dans la politique. Oui. Et ce sont des textes, je dirais, des textes qu'il a donnés par la suite à l'Écho de Paris. Ce sont des textes un petit peu écrits à la volée. C'est-à-dire, ce sont les impressions d'un parlementaire. Alors là, il n'y a pas de littérature, là, très peu. Enfin, ça reste Maurice Barrès. Bien sûr. Donc... c'est le Barrès. Il y a chez Barrès une veine polémique. Il y a chez lui du combattant, l'homme qui va ferrailler, le bretteur, au fond. Complètement. Ah oui, certainement. Oui, certainement. Oui. Donc une forme de violence, en quelque sorte. Oui, tout à fait. On a pu le voir dans certains épisodes politiques. Oui. Alors là, l'affaire Rochette, Rochette, pour mémoire, c'est un banquier assez peu scrupuleux, qui a été... parce que il s'était rendu coupable de ce qu'on appelle toujours une chaîne ou une pyramide de Ponzi. Oui. C'est-à-dire... C'est indémodable. C'est-à-dire... oui. C'est-à-dire qu'il prend l'argent des souscripteurs pour rembourser les souscripteurs précédents, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Et il s'est avéré que il y en avait quand même pour, je crois, 120 millions de francs de l'époque. Donc, il est incarcéré en 1908. Barrès donc, est redevenu député en 1906, député de Paris, député des Halles.
Mais alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que en filigrane de l'affaire Rochette, il y a l'affaire Joseph Caillot, Oui. personnage considérable de l'époque. Alors moi, comme j'ai travaillé très longtemps, pendant plus de 20 ans, dans la Sarthe, Joseph Caillot, on connaît bien, puisqu'il était originaire du Mans, il a été plusieurs fois réélu député de Mamers. Et l'affaire Joseph Caillot, c'est aussi l'affaire d'Henriette Caillot, puisque tout le monde se rappelle que le 16 mars 1914, elle se fait annoncer à Joseph Calmette, le directeur du Figaro, elle attend une heure en antichambre, il finit par la recevoir, il est en compagnie de Paul Bourget, et à peine arrivée dans le bureau, elle tire 6 balles du pistolet qu'elle avait caché dans son manchon, qu'elle avait acheté chez un armurier quelques heures avant. Et elle vise très mal, hein. Il y a 4 balles qui se fichent dans les murs, dans les bibliothèques, mais malheureusement, il y a 2 balles qui touchent Joseph Calmette, dont une mortelle. Et Joseph Calmette meurt à la clinique ou à l'hôpital quelques heures après. Alors, pourquoi ce meurtre? Parce que Joseph Calmette avait la prétention de faire paraître la correspondance de Joseph Caillot et d'Henriette Renoir, qui n'était pas encore la femme de Caillot, qui était que sa maîtresse. Donc ça, Henriette Caillot ne l'a pas supporté, elle a préféré tuer Joseph Calmette. Mais Alors, on voit que c'était une époque, évidemment, qui était assez intense, assez passionnelle. En l'occurrence, c'était aussi l'époque des duels. C'était l'époque où on pouvait régler au fil de l'épée un certain nombre de difficultés et d'affaires d'honneur. Donc, le Barès, Axel Tissant, le Barès donc nationaliste, nationaliste républicain, celui, donc, on a évoqué Boulanger, celui de la terre et des morts, a entretenu des relations intenses avec Charles Maurras. Il y a eu publication d'une correspondance entre les deux. Admirablement préfacée par Guy Dupré, à qui on rend hommage, qui est décédé il y a quelques années, qui est un admirable écrivain français. Axel Tisserand, que pouvez-vous nous dire, de manière bien sûr synthétique, sur cette relation entre les deux hommes et sur ce qui les a opposés, peut-être aussi dans un commun patriotisme français? Alors, c'est une relation que je présente d'abord comme inégale. Inégale parce que Maurras voit dans Barès son grand frère, un grand frère qu'il n'a jamais eu. Il a eu un grand frère, mais qui est mort au bout de 2 ans. Donc, un grand frère qu'il n'a jamais eu. Et dans ce grand frère, justement, ça va être un coup de fou, la découverte de Barès pour Maurras. Et il voit dans ce grand frère celui qui, comme lui, a partagé le nihilisme, qui, comme lui, a connu l'enfer du nihilisme, et il lui donne une voie de sortie, qu'il est possible de dépasser par le haut ce nihilisme. Et c'est à cela que Maurras sera toujours reconnaissant à Barès. C'est de leur montrer qu'effectivement, le choix de la vie est possible. Voilà, le choix de la vie est possible. Et effectivement, Maurras sera jusqu'à la fin de sa vie, à lui, Maurras, puisque Barès est seulement le nom qu'il cite le plus sous sa plume dans l'action française après 1923. Et ils ont des relations auparavant épistolaires permanentes. Voilà. Alors, une relation donc affective très forte de Maurras pour Barès, c'est pour ça que je parle de coup de foudre. Oui. Une relation certainement aussi affective de Barès pour Maurras, mais elle est plus intellectuelle. Barès voit en Maurras une jeune intelligence très prometteuse, une plume excellente. Il lui demande même souvent, on parlait tout à l'heure, hors micro, on parlait de relation avec Verlaine, enfin le célèbre discours de Barès à la mort de Verlaine sur son tombeau. Barès quitte aussitôt Paris et demande à Maurras pas de réécrire, mais comme il n'y a pas eu de copie sûre, etc., il demande à Maurras de rendre à la presse une version définitive de son discours, et il dit vous rajoutez ce qu'il faut rajouter, vous corrigez ce qu'il faut corriger. Donc il y a une très grande influence, il y a une très grande confiance intellectuelle de Barès en Maurras. Oui. Ensuite, ce qu'on note également, c'est que Maurras et Barès partagent une même volonté décentralisatrice ou fédéraliste. C'est très important. C'est la cocarde, thème fédéraliste, 1814. Ils partagent cette même fédéraliste, cette même volonté décentralisatrice.
avec bien sûr du côté de Barrès cet individualisme que Maurras observe qui est toujours au fond de lui. Hein. Bon, effectivement, c'est sa seule chose qui un peu les oppose. Qui grippe un peu entre Voilà, les deux. qui grippe un peu entre les deux, si bien que je crois que c'est là cette force, ce sentiment dont parlait Dr Bajda, et vous parliez tout à l'heure, ce sentiment, c'est effectivement ce qui a peut-être opposé et empêché Barrès et Maurras, opposer Barrès à devenir royaliste. Le grand scandale de Maurras, c'est que Barrès ne devient pas royaliste, Oui, ouais. précisément parce que les forces du sentiment pour Maurras dominent chez Barrès. Voilà. Donc c'est ça vraiment qui va les opposer. Les démonstrations maurassiennes de la supériorité de la monarchie. C'est un peu le Barrès veut bien, romantique. Hein, le Barrès ne devient romantique qui fait passer le sentiment d'abord, mais ça ne va jamais, les opposer d'une façon personnelle, et ça ne va jamais non plus entamer l'admiration que Maurras aura pour Barrès. Jamais. Oui, là, on va citer les grands moments de la correspondance. Il y a quand même Bonaparte. Oui, Bon, le grand moment, quand Barrès dit, comme il a eu cette phrase merveilleuse, quand plein qui n'a pas été anarchiste à 20 ans, donc quand même, le grand moment, vous comprenez quand même comment moi à 17 ans, pour moi Barrès, c'est un homme qui a dit, je plains qu'il n'a pas été anarchiste à 20 ans, et je trouve ça admirable. Qui n'a pas été un ennemi des lois. Voilà, qui n'a pas été l'ennemi des lois. Bon, et de la même manière, il dit, vous ne comprenez pas comment on ne pleurait pas à la geste de l'empereur. Voilà, cet enfant qui a été bolossé lui aussi à Brienne, la bataille de Boule de Neige, pour terminer, pour passer par le cap de l'empereur et des victoires et terminer seul à l'île de Sainte-Hélène, voilà, oubliez tout, c'est extraordinaire. Donc pour lui, c'est vraiment ce parcours romantique, c'est du Byron. Il faut savoir quand même que Barrès, contrairement à Maurras, est un grand lecteur de Byron, est un grand lecteur de Disraeli, est un grand lecteur de Browning. Il est vraiment empli d'un romantisme qui n'est pas le romantisme allemand. Parce qu'on a parlé des marches allemandes, mais il y a aussi un très très fort courant de ce romantisme anglais qui est extrêmement important dans l'œuvre de Barrès. Bon, il y a ça. Alors pareil, quand il ose dire à Maurras que Marie-Antoinette est beaucoup plus coupable des crimes de la Révolution que Robespierre, ça met littéralement Maurras hors de lui. Et de la même manière. De Robespierreux. Oui, les traits de Robespierreux. Et en plus, il va préfacer le très intéressant livre de Marie-Hélène Néru sur Saint-Just. Il va ajouter comme scandale que la plus grande plume du XVIIIe siècle, c'est Saint-Just. Or, comme nous savons qu'il y a quand même eu Laclos et un certain nombre d'autres génies au XVIIIe siècle, ce que signifie cette phrase, d'ailleurs c'est vrai que Saint-Just écrit comme un dieu, hein, mais justement là on revient à ce que disait Jérémie, le rapport à la jeunesse, le rapport à cette espèce de fougue inouïe. Et Maurras va essayer d'incarner un homme d'ordre, de faire des choses, de construire une France pour demain, ce qui n'est pas le projet barrésien. Le projet politique barrésien, c'est quand même encore un projet, excusez-moi un peu, de potache. Vous voyez ce que je veux dire, de déstabilisateur. Je plains qu'il n'a pas été anarchiste à 20 ans, voilà. Et après, quand il passe à droite, il a ce mot extraordinaire. Cantonnier de la droite française. Il en faut pour réparer nos routes, pas. Hein, extraordinaire. Or, en plus, Maurras le notera tout le temps, Barrès, avec sa silhouette, aura toujours l'air de loin d'être un jeune homme. Il a un visage ridé, bien sûr. Il meurt à 62 ans. Mais c'est quand même le mot qu'il a donné de Proust. C'est Barrès, notre éternel jeune homme. C'est qui? C'est Barrès, beaucoup plus que Proust. L'éternel prince de la jeunesse. C'est l'éternel prince de la jeunesse, Jérémie a raison. C'est quand même une leçon d'insolence, une leçon de ne jamais se prendre non plus au sérieux. Il y a quand même un humour terrible chez Barrès. Il se prend très très rarement au sérieux, franchement. Et c'est une très grande musique, bien entendu. Non, mais là on parlait de politique, voilà, ça je Voilà, pense qu'il y a quand même beaucoup. absolument. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le qui se rend? Oui, tout à fait d'accord. Et on va continuer à parler de la question politique, c'est important. Jérémie Balenton, donc Barrès, la terre et les morts. Cette question du fédéralisme qu'a soulevé Axel Tisserand, c'était évidemment très important. Donc le Barrès lorrain, le Barrès qui choisit en quelque sorte cet enracinement lorrain et pas auvergnat, il aurait pu. Son nom, Barrès, c'est de la région paternelle du Rouergue et de l'Auvergne, du confin. C'est quoi la terre et les morts et l'enracinement? Comment les conçoit-il, Maurice Barrès? Je jette la question. C'est une question compliquée et en même temps, je trouve à la fois très simple. On se posait la question de comment structurer la jeunesse, justement. Et donc, Barrès, c'est l'ennemi des lois, mais ce n'est pas l'ennemi des morts. Et les morts, les morts font
les lois du développement de la jeunesse, mais en même temps ne bride jamais la jeunesse. Et le but de sa démarche, quand il s'intéresse au culte des morts, ce n'est pas tant de brider des enthousiasmes nouveaux, originaux, Oui. plutôt que d'en créer des neufs à partir d'une certaine inspiration des anciens. Et donc, vous avez raison de le souligner, mais Barrès a choisi la Lorraine. Il aurait pu choisir autre chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on choisit ses morts comme on accepte le déterminisme des morts. Et donc, il y a une vraie liberté dans ce rapport entre le moi qui choisit et le passé. On dit souvent, et on caricature Barrès en disant c'est un nationalisme très traditionnel. En fait, il y a un déterminisme total. Et au fond, le moi n'a pas de choix. En fait, le moi a un choix. Le moi, il construit. Et c'est pour ça que le mot aristocratique que j'employais tantôt me semble important, parce que c'est tout un processus de composition où il s'agit en fait de retrouver en soi l'élan vital, l'élan créateur autour duquel on parle beaucoup. Et la question du fédéralisme se noue à cette question de l'élan vital et de l'énergie. Barrès, quand il est jeune, quand il est enfant, à 8 ans, il vit la guerre de la défaite de Sedan, la débâcle, etc. C'est l'avènement de l'Empire allemand. Et toute sa vie, en tout cas politiquement, il se demande mais pourquoi la France est aussi désunie, pourquoi elle est si faible par rapport à une Allemagne si forte. Et Barrès aura à cœur d'être un peu ce Fichte français. Lui-même le dira, il fera un parallèle sur les dates de naissance et de mort. Enfin, c'est assez intéressant de se pencher sur cette question. Et donc, fédéraliste, parce que pour lui, la question du fédéralisme, c'est la question qui permettra aussi de régénérer la France et de lui redonner son élan vital. C'est une question organique. C'est une question organique. C'est aussi le vieux clivage de l'organique et le mécanique. Tout à fait, tout à fait. Sa vitalité et son vitalisme reposent sur cet organicisme provincial. Exactement. En fait, on n'aura pas un pays fort et paradoxalement uni, c'est-à-dire qu'il avance dans une même direction si on n'a pas des régions également fortes et vivantes. Et donc, des régions fortes et vivantes parce que les individus qui la peuplent sont eux-mêmes forts et vivants. Et donc, il y a un enchâssement entre ces différentes questions que sont le moi, la région, le nous national. Et ça montre à quel point, on parlait de Maurras et de la relation qu'ils ont eue ensemble, ça montre à quel point aussi Barrès est quelqu'un de très pluraliste, qui colle à la vie, qui colle aussi aux multiples dimensions de la vie. En fait, la vie est un perpétuel composé, très hétérogène au fond de tout un tas de dimensions qu'on ne peut jamais vraiment rassembler, unifier sous un seul principe. Et Barrès prend le parti avec cette question du fédéralisme, de justement composer entre la région, la nation, le moi, le nous. Il le dira lui-même dans une toute petite brochure qui a un titre assez amusant de Hegel aux cantines du Nord, que son objectif c'est de composer entre la sensibilité rousseauiste, le je, et le collectivisme hegelien. Et qu'en fait au milieu de ça on trouve le fédéralisme de Proudhon, le socialisme français. Du coup, un socialisme beaucoup plus organique qui épouse l'histoire du pays, qui épouse le fait social tel qu'on en a hérité. D'où aussi cette opposition avec Maurras, parce que Barrès dit que la révolution a eu lieu. Donc si elle a eu lieu, elle a eu lieu. Et on a juste à composer avec elle et à essayer de régénérer le pays à partir du fait tel que l'on a. Au fond, Barrès a quelque chose du renard qui arrive à se nourrir de différents éléments dans sa vie et à trouver sa politique et trouver son axe vital à partir de tout un tas de choses. C'est une... Axel Tisserand, je vous en prie. Je crois également en fait, quelque chose chez Barrès, que l'objectif de Barrès et de Maurras était certainement commun au sens vis-à-vis de la France et de la pérennité de la France. Néanmoins, Barrès ne voyait pas dans la politique le même moyen primordial que Maurras pour parvenir à ce salut de la France. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez parlé de Boulanger, cette volonté de devenir boulangiste, peut-être comme choix de la vie, mais il était très lucide, Barrès, sur Boulanger déjà, mais également sur le caractère, l'absence de doctrine qui avait nui totalement au boulangisme. Et quand justement Maurras propose une doctrine, là, Barrès, c'est le faux fuyant. Barrès ne veut pas de cette doctrine parce qu'il considère que c'est quelque chose qui finalement reste abstrait, quelque chose de laboratoire. Oui, mais c'est ce que disait Jérémy par rapport à la vie. Par rapport à la vie. Mais justement, dans quelle mesure il n'y a pas non plus là une impasse de Barrès? Mais par exemple, pour la Lorraine, bon, alors j'aime bien, moi, comme vous dites, il a choisi la Lorraine, il n'a pas choisi l'Auvergne. Ce qui est très drôle. Vous savez ce qu'il a quand même dit sur la Lorraine? Il a dit quand même que de faire l'éloge de la Lorraine, c'était faire une symphonie sur un piston. Et il a parlé du visage sans âme de sa chère Lorraine. Donc c'est aussi, pour un écrivain, prendre le point le plus difficile, d'accord? Parce que faire l'éloge des monts d'Auvergne, de la splendeur, c'est magnifique, les paysages sont extraordinaires, la pierre noire, les vierges noires. Alors vas-y, là on y va. Là, la Lorraine, c'était plus difficile. Et je crois que quand même là, toujours... Il y a Rose Merta, il y a les Celtes, il y a la colline inspirée. Mais je crois, et qui va très profond.
Ah, ça, c'est Il y a la chapelle et la prairie. La Sarah chapelle et la Majda. prairie. Mais ça, on aurait presque pu la faire ailleurs qu'en Lorraine. Il n'y a rien de profondément lorrain là-dedans. La chapelle et la prairie, il y a des chapelles et des prairies à peu près partout. Non, mais ça, je crois qu'il y a aussi une influence de Stanislas de Gaïta dans ce grand roman. Un article d'ailleurs, une étude de Marie-France de Palacio est consacrée. Très intéressant, dans parce ce que je numéro crois de que Nouvelle c'est École quelque chose sur de très, l'amitié entre Maurice Barrès et Stanislas très de Gaïta important. qui l'a beaucoup marqué. Mais là encore, Ouais. il fait l'éloge de dissidents qui ont raté. Il y a un goût de l'échec politique chez Ouais. Hein, c'est ce que vous Oui, écrivez. je crois. Vous avez un goût Et de... une crainte que la réussite n'emprisonne la finalement. réussite n'emprisonne dans une forme emprisonne lui morte. ou ses Dans disciples une aussi. forme morte. Les jeunes âmes qu'il peut influencer. C'est ça, et ça, c'est ce que je trouve Il très... ne veut pas être un maître, il veut dit pas être contrairement un à maître. Maurras. Voilà, et Effectivement. ça, c'est très Et beau ça, par c'est rapport quelque chose à qui deux est- livres extraordinaires quand même d'un auteur que je n'aime pas par ailleurs, mais qui a écrit 2 chefs-d'œuvre. Il y a Le Disciple de Paul Bourget quand même, les leçons de le nihilisme contemporain. Voilà. Et je crois que là, il y a le refus vraiment d'être un maître qui met la main, qui oint et qui fige les choses, qui est quand même une des caractéristiques les plus sympathiques de Barrès. Jérémy Bonneton, vous vouliez ajouter quelque chose lorsqu'on a évoqué la question politique? Ça a plus ou moins été évoqué, D'accord, très bien. notamment à travers cette question du maître, parce qu'en fait je trouve que ça correspond assez bien à la conception de Barrès qui est de laisser la vie aussi parler et s'exprimer. Quand on parlait du nous, on a peut-être oublié de mentionner ce très beau livre pourtant qui est Le Jardin de Bérénice, où il parle justement du nous, et en Bien fait sûr. où le nous est incarné par une jeune femme, donc c'est un esprit féminin, c'est Bien donc sûr. aussi l'esprit de l'inconscient, Bien et sûr. c'est cette fluidité de la vie qui quelque part refuse des formes figées. C'est aussi une manière, évidemment, on ne peut pas ne pas en dire un mot dans le roman de l'énergie nationale et des déracinés, en Oui. particulier le fameux épisode Un beurre d'eau bouteillé Oui, et Oui. l'hostilité à l'abstraction kantienne. Exactement. Reprenant d'ailleurs Peggy, les kantiens ont les mains propres, mais Oui. non pas de Non, main. pas de main. Bon, c'est aussi très barrésien, me semble-t-il. C'est excessivement barrésien, et Barrès se moque beaucoup des kantiens qui Oui, parlent sans cesse du devoir et trompent sans cesse l'histoire du bouteiller, c'est la calamité du kantisme. Parce qu'on arrive à un bouteiller qui parle sans cesse de Kant, qui parle sans cesse du devoir moral et qui finit dans les scandales du Panama. Voilà, c'est Ce qui la est ridicule. corruption la plus totale. Exactement. Chez Barrès, c'est un petit peu plus gris quelque part dans sa politique, ce qui fait qu'il ne prend jamais totalement parti, même pour Boulanger, on a toujours l'impression qu'il est un peu en retrait, ou il s'en sort en disant qu'il y a 2 boulangismes à ses yeux. C'est assez amusant. Il y a le contrefactuel et il y a le réel. Alors, Oui. ce point de vue-là, il est kantien, mais ça, c'est autre chose. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, en réalité, parce que l'antikantisme de Barrès, c'est un anticousinisme. Parce qu'à l'époque, de toute façon, les professeurs de, Victor Cousin. les professeurs Oui, de philosophie en classe de terminale, c'est Sont du de- Victor Cousin. Oui, C'est exactement, absolument oui. pas du Kant. Comme un peu plus tard, ce sera l'inverse. En Oui. réalité, chez Kant, il y a quand même une idée extraordinaire qui est l'idée contrefactuelle. Et franchement, l'idée contrefactuelle, elle est tout le temps, au travail, vous qui êtes philosophe, dans l'œuvre de Barrès. On va laisser parler monsieur, on n'a pas arrêté de monopoliser la parole. Jean-Luc Gagneux, Non, moi, je vous en prie. il me venait, je reviens 2 minutes en arrière, Oui. il me revenait un petit mot de Jean Cocteau, amusant comme souvent sait les faire Jean Cocteau. Et profond. Il disait, Barrès, quel collégien que ce maître. Et donc, on revient sur Barrès, l'idée maître, pas maître. Et je trouve que c'est Il a finalement... été un trop mauvais élève pour être un bon maître. Sous un dehors cocasse, c'est assez pertinent. Alors, il y a un autre aspect, évidemment, on ne sera jamais exhaustif et ça n'a aucun sens de l'être, mais que l'on ne peut pas ne pas évoquer et qui est très important. Vous avez évoqué Sarah Majda, l'épisode vénitien. Il y a le Barrès voyageur. Il y a le Barrès de ce que j'ai appelé au début de l'émission de la songerie orientale, le Barrès de Laurent, le Barrès d'Astiné Arabian dans Les Déracinés, le Barrès d'Alain de Noailles. Ben Il faut en parler, il y a ce Barrès oriental. Je précise également que dans le numéro de Nouvelle École, il y a un très bel article de François Angelier sur en quelque sorte le voyage en Orient, entre guillemets, de Maurice Barrès. Que peut-on dire de ce Barrès espagnol, de ce Barrès tolédan, de ce Barrès du Gréco, et puis de ce Barrès oriental de Laurent? Votre Barrès était un oriental, aurait dit le général de Gaulle. Oui, bah, non, il y a une tentation, mais de toute façon, alors d'abord, tout le 19e siècle est traversé par ça. Donc, Oui. on commence par dire que ce n'est pas une originalité barrésienne. En revanche, la manière Voilà. dont il va, lui, la travailler, il ne va pas aller se convertir comme Nerval, il ne va pas devenir mahométan, il n'a pas la fascination des bains turcs comme Flaubert. C'est très très beau. C'est vraiment, alors d'abord, et bon, il y a les poètes,
Donc, il y a tout un rapport à la poésie orientale. N'arrête pas de citer les poèmes qui chantent les roses, etc. etc. Hafiz, bien sûr, et comme le diwan oriental-occidental de Goethe. Hein, c'est ça. Alors là, en ça, il est complètement goéthéen. Alors ça, il est complètement goéthéen. Donc c'est cet Orient-là. C'est cet Orient du 18e plus que l'Orient du 19e. Bon, il y a ça. Il y a l'exemple de Byron. L'histoire de l'Arménie, avec son ami arménien, où il voudrait revivre ce qui s'est passé à Missolonghi, avec les Grecs. Il y a vraiment toutes les rêveries romantiques qui sont là, et il y a la figure quand même, il a rêvé à Stiné, il rencontre Anna. Bon. Il rencontre Anna, alors Anna de Noailles, tout le monde a oublié qui c'était. À tort, parce que c'est une grande poétesse. Elle était considérée à l'époque, oui, bon, enfin, Mallarmé est venu, donc toute la poésie qui a précédé, bon, je suis mallarméenne aussi, hein, mais je considère qu'en fait, on peut tenir les deux bouts. Mais évidemment. Voilà, on peut tenir les deux bouts. Bon, là, Anna était là, minuscule, oiseau de paradis, voilà, bon, la poétesse d'Île-de-France, mais née quand même aux rives du Bosphore. Et là, tout d'un coup, là, Barrès devient un véritable Pierre Loti lui-même, embarquant sur le fleuve Anna. Alors, l'histoire du fleuve Anna est toute une histoire. Il a quand même dit qu'il aimerait que sa prose traduise les vers d'Anna. C'est-à-dire que tout l'effort littéraire qui va aboutir au Jardin sur le Ronde, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec l'œuvre même d'Anna de Noailles, qui est aussi un rapport à la mort. Parce qu'elle est hantée par le rapport à la mort et hantée par le vitalisme. Et cette espèce de duel qu'il y a dans la poésie d'Anna entre la volonté de vivre et la nécessité de mourir, qui est quand même le cœur vraiment battant de cette œuvre-là, qui n'est pas le langage, etc., va évidemment travailler Barrès. Ce qui ne va pas l'empêcher de joindre toujours l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que quand il va en Espagne et qu'il écrit sur les cigaretières, il fait du Anna, ces jeunes filles qui vont mourir demain, qui sont éphémères, etc., etc. Quand il va au Liban, c'est autre chose. Et quand il écrit le voyage de Sparte, alors là c'est une troisième affaire et qui est extrêmement intéressante. Parce que quoi qu'il mette, qu'il transforme Anna en Minerve et qu'il fasse la vivante grecque, ce qui défend à Sparte, c'est l'énergie. Et il ne va pas défendre Athènes comme Maurras, c'est-à-dire Tinéal, voyage de Sparte. Voilà, le tralala de l'été grec qui va devenir après. Bon. Là vraiment, c'est Sparte comme le roman de l'énergie. Et c'est alors là qu'évidemment, ils vont tous lui tomber dessus comme fasciste, sauf que Rousseau n'est pas considéré comme fasciste avec les mêmes idées. D'ailleurs, vous savez bien qu'à propos de Rousseau, Blum a eu la phrase définitive en disant qu'aucun esprit aussi singulier n'était né en France depuis Rousseau en parlant de Barrès. Or, il y a effectivement beaucoup de liens entre Rousseau et Barrès. Bien sûr. Rousseau qui a refusé des hommages nationaux, Barrès qui a refusé des hommages nationaux à Rousseau sous prétexte qu'il allait tourner la tête des jeunes gens. Enfin bref, on n'est pas, c'est là qu'il y a du potage, c'est là qu'il y a du pas sérieux. On est vraiment dans une espèce de flux vivant où ça fait aussi tourner le moulin à livre. Vous savez ce que disait Monterland quand il disait que l'écrivain écrit comme le pommier donne des pommes, et que tout ce qui arrive fait tourner le moulin à livre. Or, je crois qu'à la fin du boulangisme, au début de l'affaire Dreyfus, dont on ne va pas parler s'il vous plaît, on n'a pas le temps de toute façon. On n'en parle pas. Quand il rencontre Anna, qui est fervente Dreyfusarde, passionnariat de Dreyfus, chez Madame de Montebello, quelque chose se noue qui va aussi faire tourner autrement le moulin à livre. Le pommier va donner des nouvelles pommes. Le pommier Barrès est quand même tout d'un coup régénéré par la rencontre avec cette jeune femme, avec cette poétesse. Et tout d'un coup, il y a un autre souffle qui va naître et qui est évidemment beaucoup moins lorrain et qui va... Alors, un dernier mot, parce que le temps file évidemment, mais il me paraît important d'en parler. J'ai mentionné La Colline inspirée, qui est à mes yeux un très grand livre. Jérémy Banton, La religion de Barrès. Quelle est-elle? Comment peut-on la définir? Quels sont ses tropismes? Quelles sont ses attirances? Quelles sont ses fidélités? C'est la Sibylle, c'est le Christ, c'est Rosmerta, c'est la Vierge Marie. Que peut-on dire de ce pressentiment barrésien du sacré et du divin? Est-ce qu'on peut le définir? C'est peut-être la question la plus complexe on termine sur la question la plus complexe. On a très peu de temps en plus, mais on peut en dire quelques mots. Oui, il y a beaucoup d'hésitations d'abord et beaucoup de doutes dans cette religion. Il y a un rapport au sacré, évidemment, par rapport au culte de la terre et des morts. Ils ne les vénèrent pas non plus comme des divinités, mais
quelque chose qui, en tout cas, moi, me rappelle toujours un peu le culte des laures et des pénates, d'une certaine manière, de Rome. C'est-à-dire qu'il y a un goût pour le foyer natal qui structure les individus, et puis en même temps, il y a des hésitations perpétuelles entre l'église et la prairie. Alors, Oui, plus tard, la prairie, bien entendu. évidemment. Donc, Mais qui dialogue. Hein. qui dialogue, justement. Et c'est ce qui est intéressant, parce que, en fait, là, je crois que Barrès ne ment pas, et il met sur papier son drame existentiel en disant, mais d'un côté, en fait, il y a la vie, d'un côté, il y a l'ordre. Quelque part, c'est la grande question qui parcourt sa politique, son esthétique, tout, la lumière, la nuit. La prairie, c'est les forces vitales, les forces octoniennes de la terre, qui pourraient envahir l'individu. Alors c'est le drame des frères Bayard dans La colline inspirée, qui, par souci d'abord de régénérer leur paroisse, s'intéressent à une forme de secte catholique, et puis dérivent complètement dans la folie. Et puis de l'autre côté, il y a l'Église qui peut être trop du côté de l'ordre et trop du côté du principe et de la compréhension intellectuelle des choses. Et donc stérilisatrice. Et stérilisatrice. Oui. Et je crois que Barrès, en fait, s'assied au milieu des contradictions et attend, d'une certaine manière, que les choses discutent les unes avec les autres. Le dernier mot de la chapelle à prairie, enfin de Colline inspirée, c'est pas pour nous en sauver. Oui, Si. tout à fait. Voilà. Oui. Donc il n'y a quand même pas, il n'y a pas une, Il n'y a pas une stricte égalité. il y a pas de stricte égalité Non, il n'y quand a pas même. de stricte égalité quand même. Il n'y a pas pour nous en sauver, c'est pour nous sauver de la prairie. Il faut sauver la prairie quand même. Oui. Comme il appelle Nietzsche la musique de perdition quand même. Hein. Attention, vraiment c'est au début il aime Wagner et tout d'un coup ça devient les musiques de perdition. Et en fait il est catholique sans espoir d'un après. Ça c'est certain. Il veut rester un catholique de tradition. C'est-à-dire qu'en fait on ne se convertit pas. La conversion serait justement un crime contre C'est l'épigénèse. Saint Paul qui ouvre ce dernier chapitre. Oui, c'est ça. Oui. Hein, c'est Saint Paul. Bien, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que nous vous aurons donné envie de découvrir avec profusion l'œuvre de Maurice Barrès. Bon, peut-être entre Apollon et Dionysos, avec une réserve peut-être pour le domaine dionysiaque. Mais en tout cas, j'espère que l'on aura fait sentir à quel point Barrès peut être, autant que Chateaubriand, étant des très rares enchanteurs de la prose française et évidemment un très très grand esprit. Merci beaucoup Sarah Vajda, Jérémy Baneton, Axel Tisserand, Jean-Luc Gagneux. Merci de votre participation. À très bientôt dans Les idées à l'endroit pour un nouveau numéro sur TV Liberté. Merci beaucoup.